Bonsoir à tous. Au menu de cette édition, nous reviendrons principalement sur le week-end de Pentecôte qui a été l'occasion de nombreux pèlerinages en France. Nous parlerons aussi de l'anniversaire du Chemin Neuf et de la prochaine manifestation nationale contre la loi Taubira. Enfin, dans quelques minutes, nous retrouverons Thierry de la Villegégu, directeur général de la Fondation Jérôme Lejeune. Bonsoir. Et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à la Croix. Bonsoir. Nous parlerons de la pétition Uno di Noi. Pour commencer ce journal, nous voulions vous parler de cette belle initiative du Secours catholique d'Ille-et-Vilaine. Depuis quelques années, il accompagne à Lourdes 2 à 3 femmes détenues. Le week-end dernier, pour la Pentecôte, elles sont parties de Rennes, là où se trouve le seul établissement pénitentiaire de France exclusivement réservé aux femmes. Ces 5 femmes, âgées de 35 à 63 ans, détenues pour de longues durées, ont pu juste sortir le temps de vivre cette parenthèse providentielle. Des propos recueillis par Emmanuel Massou du diocèse de Rennes. On est à un moment de leur vie où en fait elles peuvent sortir et peuvent se rendre compte que l'extérieur ne les attend pas forcément, mais qu'elles ont une valeur, qu'elles ont des capacités, qu'elles sont capables d'eux. Et donc on est dans un groupe, dans ce cadre du voyage de l'espérance, on est dans un groupe qui leur fait sentir ça. Je n'ai jamais pu venir et aujourd'hui, effectivement, c'est un grand rêve qui se réalise. Et ça me comble de joie de pouvoir être sur cette trace. Je connais son histoire et du coup, aujourd'hui, je concrétise ce dont j'avais des images vues soit à la télé ou sur des images ou dans des livres ou ce qu'on m'avait relaté dans l'histoire, mais je n'avais jamais vu de près et touché et venir dans la grotte. Je ne pensais pas qu'un jour ce serait possible de venir ici sur place. Alors comme chaque année, des pèlerins ont chaussé bottes, pris bâton et endossé leurs sacs pour se rendre de Paris à Chartres à pied. C'était la 31e édition du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté qui a eu lieu de samedi à lundi dernier, sous la pluie. Ils étaient encore plus nombreux que l'année dernière, soit près de 12 000, à participer au plus grand pèlerinage d'Europe occidentale. Parmi ces pèlerins, une majorité de jeunes, avec une moyenne d'âge de 21 ans, et de nombreux étrangers comme Marisa, venus d'Angleterre pour l'occasion. I chose this pilgrimage because a few years ago I came and I really enjoyed it and I felt very inspired by the faith of the people here. There are very few pilgrimages with so many pilgrims, all walking and all camping out and singing, and the scouts and the guides are fantastic and I love hearing it. I feel so inspired by it. Au cours de ce pèlerinage très international, c'est autour de la tradition et de la messe sous la forme du rite extraordinaire que se sont réunis ces pèlerins d'horizons très divers. Il y a des catholiques de tous les milieux, non seulement des Français, mais vous avez vu, nous avons 800 pèlerins étrangers qui viennent pour certains du bout du monde. Il y a des pèlerins australiens, mais des personnes qui sont véritablement de tous les milieux. On ne peut pas réduire le pèlerinage de Pentecôte à une boîte. Il y a des gens qui sont très attachés personnellement à la tradition, à la forme extraordinaire de la messe, mais il y a aussi des gens qui sont des recommençants dans la foi. Nous avons chaque pèlerinage des fioretti avec de véritables conversions. Donc il n'y a pas une typologie unique du pèlerin. Les pèlerins sont arrivés lundi soir à Chartres, après 100 km de marche et de prière. Les collégiens d'Île-de-France étaient aussi réunis pour le FRAT. Les aumôneries privées et publiques de la région parisienne se sont réunies à Jambeville. Prières, temps de partage, jeux et même concerts du groupe de pop louange Glorious. Tout a vraiment été fait pour plaire aux 12 000 participants de ce rassemblement d'église aux allures de pré-JMJ. Et puis à Lille, on a aussi chanté et prié ce week-end pour fêter la Pentecôte et les 100 ans du diocèse. La messe a été célébrée le lundi au Grand Palais de Lille par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de la ville. Un reportage de Guillaume Clerc. Les fidèles ont bravé la pluie ce lundi pour célébrer le centenaire du diocèse de Lille. Près de 14 000 personnes ont fait le déplacement au Grand Palais de la capitale des Flandres. Il y en a qui cherchent dans le ciel les secrets éternels. Dans la foule, Martine Aubry, la maire de la ville. C'est un archevêque heureux qui a présidé cette messe exceptionnelle. La vie des chrétiens tous les jours, parfois elle passe un peu inaperçue du grand public. On dit parfois les églises sont vides. Voilà. Aujourd'hui, on a montré que les églises se remplissaient. Point d'orgue de la célébration, 1500 fidèles sont venus recevoir le sacrement de la confirmation. Le don de Dieu. Amen.
parmi les confirmants, une majorité d'adolescents. Mais fait plus rare, il y a aussi beaucoup d'adultes. Quelle que soit la génération, la confirmation résonne comme une invitation à témoigner de sa foi. Mettre une dimension d'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. On ne va pas forcément accepter de se fondre dans la masse et de faire entendre notre voix, et que je n'osais pas forcément le faire avant, et là je sens que maintenant je suis apte à le faire et que j'ai cette volonté. Prochain rendez-vous dans le cadre de ce centenaire, un pèlerinage à Lourdes en juin et une marche au flambeau à Dunkerque le 14 août. Week-end de fête aussi dans le monde entier pour tous les membres de la communauté du Chemin Neuf. Une communauté née en 1973 à Lyon qui compte aujourd'hui 2000 membres répartis dans une trentaine de pays. Voilà un extrait du flash mob organisé pour l'occasion. Une diffusion en multiplex a été aussi proposée à tous samedi sur Internet pendant près de 3 heures, alternant reportages et séquences in vivo dans différents pays du monde. Le responsable en Île-de-France fait le point et nous redit le charisme de cette communauté nouvelle. La communauté à 40 ans, elle va bien, elle se développe bien. Je crois qu'elle est de plus en plus engagée à la fois du côté de la formation, elle est de plus en plus aussi florissante en termes de membres, effectivement. Donc on a 2000 membres engagés aujourd'hui dans l'ensemble des 27 pays. Donc c'est une communauté qui va bien et en même temps, encore un point, c'est qu'elle est aussi toujours plus engagée dans le mouvement œcuménique, c'est-à-dire que même si la communauté est bien sûr catholique, elle s'engage à prier, à travailler pour l'unité visible des églises chrétiennes. Et donc ça, c'est un mouvement de longue date et dans lequel nous sommes toujours investis, et plus que jamais. Et donc la communauté va bien. À Paris, mardi soir, les chrétiens ont été conviés à se rendre à la cathédrale Notre-Dame. Ils étaient invités à participer à la 5e veillée pour la vie avec les évêques des 8 diocèses d'Île-de-France. Par leur prière, ils ont répondu entre autres à la question du pape François « Savons-nous accompagner la vie ?» Une belle veillée pendant laquelle une intention de prière a été spécialement réservée à cet homme qui s'est suicidé devant l'autel de la cathédrale dans l'après-midi. On change de registre pour parler de dimanche prochain. Vous le savez, la 3e grande manifestation nationale contre la loi Taubira est programmée à Paris dès 14h avec des départs de Porte Dauphine, Porte de Saint-Cloud et de la gare d'Austerlitz. Pourquoi manifester encore? Réponse du président des AFC, Antoine Renard. Nous, on aime le travail bien fait, donc on va finir ce qu'on a commencé. Le Conseil constitutionnel, il a dit, c'est pas dans la Constitution que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Ce que tout le monde savait et que tout le monde comprenait. Donc, voilà, on va une nouvelle fois dire que le bon sens est heurté et qu'un jour ou l'autre, il faudra bien remettre les pendules à l'heure. Et à ce moment-là, on sera là, on sera prêt. Cette manifestation dimanche, c'est un peu une façon de prendre date aussi. On le prévient d'avance que si d'autres affaires s'instruisent de cette même façon, ça recommencera, mais qu'on sera à chaque fois plus nombreux, parce que les consciences s'éveillent jour après jour. Certains budgets familiaux en ces temps de crise sont très serrés. Certains Parisiens ont donc mis la main à la poche pour aider ceux qui viennent de province. Un reportage d'Olivier de Kerenfleck. Pour Bénédicte, les salles paroissiales de l'église Saint-Séverin font office de quartier général pour préparer la manif pour tous de dimanche prochain. C'est elle qui a mis en place le système de parrainage entre les Parisiens de l'église Saint-Séverin et les paroissiens de la ville de Clermont-Ferrand pour les aider matériellement à venir manifester. Nous avons la chance d'habiter Paris, que nous ne payons qu'un ticket de métro pour venir. Et quand vous avez une famille avec 2, 3 ou 4 enfants qui vient une fois, 2 fois, et c'est la 3e fois, on a vraiment besoin de les aider. Parce que nous avons besoin d'être tous ensemble pour défendre la famille. Ce soir-là, à la sortie de la messe, sur le parvis de l'église Saint-Séverin, on discute de cette initiative de parrainage. Si le curé de la paroisse soutient cette action, c'est avant tout une démarche citoyenne. Il me semble que beaucoup de chrétiens ont compris qu'il y avait là un enjeu qui dépassait simplement leur cadre familial et leurs opinions personnelles. Ça touchait un petit peu à la vie du pays et à l'avenir de la place de la famille dans la société. C'est une possibilité pour eux qui viennent de loin, c'est cher quand même un billet de train SNCF, de pouvoir être ensemble. On est unis, on n'est pas forcément tous chrétiens, contrairement à ce qu'on entend, on n'est pas homophobe, contrairement à ce qu'on entend. Non, on est unis dans une même idée d'éthique. 700 € ont déjà été récoltés pour que dimanche prochain, Parisiens et Clermontois manifestent côte à côte dans les rues parisiennes.
D'autres familles hésitent à descendre dans la rue, préoccupées par la sécurité. Elles ont en tête les débordements de la fête du PSG au Trocadéro. Les propos du responsable de la sécurité, ancien officier militaire et père de 6 enfants, pourraient rassurer les plus anxieuses. On a la chance d'avoir des volontaires en nombre, puisque c'est en général 5 à 6 000 par manif. Et puis surtout un encadrement qui est maintenant rompu à ça et qui en plus, en général, sont les gens qui ont des trajectoires personnelles qui sont très bien outillés pour diriger ça. Les Parisiens ont pu juger par eux-mêmes la différence entre une manifestation de sportifs de 10 000 personnes avec 30 blessés en quelques minutes, alors qu'il y a sur le terrain 800 fonctionnaires de police et 150 stadiers, et la manif pour tous, 1 million de personnes, 6 000 volontaires, 2 000 fonctionnaires de police ou 3 000 sur le terrain, et 0 blessés, 0 débordement, à part les incidents montés en épingle, parce qu'à un moment donné, on peut s'interroger sur les consignes de sévérité qui sont celles des forces de l'ordre à l'égard des manifestants de la manif pour tous. Alors quoi qu'il en soit, on ne peut pas ignorer les premiers effets concrets de la loi Taubira qui bousculent les fondements de la société. C'est clair dans cette plaquette éditée par le syndicat des enseignants du primaire pour lutter contre l'homophobie dès le CP. Son objectif déclaré, déconstruire la stéréotypie des enfants. Un exemple, dire qu'un homme et une femme ne sont pas complémentaires. On est loin de l'objectif normal d'une école qui devrait juste apprendre à lire et à repérer les règles de vie à ses enfants de 6 ans. Hier, la Cour des comptes a rendu son rapport sur l'éducation nationale intitulé « Gérer les enseignants autrement ». On y lit que la Cour recommande de fonder le système des mutations sur une meilleure adéquation entre les exigences du poste et le profil des enseignants. À l'image du système existant dans les établissements d'enseignement privés catholiques, précise-t-il. À ce propos, vendredi soir à 20h40, KTO vous proposera une édition spéciale sur l'enseignement catholique qui sera présentée par Stéphanie Dupasquier. Sans transition, la bataille pour l'emploi demeure plus que jamais une nécessité en France. Elle est sans doute du ressort de l'État, mais aussi d'initiatives privées. Mardi dernier, un colloque s'est tenu à la CEF, organisé par Ecclesia RH. Cette association aide les cathos à trouver du travail. Chaque année, elle est contactée par près de 7000 personnes en recherche d'emploi. Cette journée avait pour but de mettre en place une réflexion autour de la création d'emplois en se basant sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Précision avec son directeur, Jacques de Scorail. Nous pensons qu'en tant que chrétiens, nous avons aussi à aider à cette réflexion sur la création d'emplois, d'où ce colloque qui rassemble des initiatives, qui les valorise de manière à encourager et donner donc de l'enthousiasme à ceux qui sont soit sans emploi, soit ceux qui œuvrent au service de l'emploi pour les encourager à poursuivre dans cette voie. Ce qui paraît être un axe important, c'est donc la création d'entreprises avec l'accompagnement du créateur, aussi essayer d'orienter des fonds financiers. Dans la sphère catholique, il y a quand même aussi des fonds qui peuvent exister, qui sont au service de projets caritatifs d'ores et déjà, mais pourquoi pas orienter davantage ces fonds au profit de la création d'entreprises. On termine ce journal en musique, direction le théâtre Mogador à Paris, où se joue jusqu'au 30 juin la comédie musicale Sister Act. Vous vous souvenez cette histoire avec Whoopi Goldberg, témoin d'un meurtre commis par son amant et forcé de se cacher dans un couvent. Une de nos équipes a suivi une spectatrice peu ordinaire, Laure Desmier, une jeune religieuse. Pour les 32 comédiens et danseurs de la troupe, c'est toujours le même rituel. 1 heure avant le spectacle, on s'échauffe les muscles et les cordes vocales. Mais ce dont les artistes ne se doutent pas, c'est que ce soir-là, ils ont une spectatrice particulière, sœur Laure Desmier, qui a prononcé ses vœux depuis à peine 1 an. J'ai adoré le film Sister Act, donc là j'en ai entendu parler. J'ai des amies sœurs religieuses qui sont venues le voir et qui ont beaucoup aimé aussi. Donc du coup, oui, voir un peu le regard qu'ils vont porter sur la vie religieuse, moi, ça m'intéresse. S'il est évident que ce spectacle n'a rien de catholique au sens strict, tout y est néanmoins. Dialogue ou chanson, on retrouve les formules liturgiques du quotidien, un vrai travail de fourmi entrepris par les adaptateurs français. À titre personnel, moi j'étais allé voir un prêtre à Notre-Dame pour vérifier un peu la manière de parler, je dirais, dans un couvent au quotidien. Pour voir un peu les registres de langage, la manière dont les sœurs s'adressent les unes aux autres, dont le monseigneur va s'adresser à la mère supérieure. Donc il y a eu un peu ce travail-là, d'essayer de coller à la réalité catholique. 2h30 de show et une comédie musicale qui pourrait même, pourquoi pas, changer le regard de certains spectateurs sur l'Église. Je sais que j'en ai connu, moi, des bonnes sœurs dans ma vie, et puis elles sont cool. Donc peut-être que ça permettra de voir sous un œil différent les gens qui n'ont pas eu l'occasion de fréquenter la religion catholique, en voyant que finalement c'est pas si austère que ça, les gens sont assez ouverts.
C'est la fin du spectacle et le bilan de Sœur Laure est plutôt positif. Moi, je vois le côté paillettes un peu symbolique, hein, c'est-à-dire on va pas voir les sœurs avec des paillettes. C'est vrai que ça c'est un peu trop quoi. Bon, il y a un peu de caricature, mais il y a tellement de choses justes en fait. C'est vrai que non, je m'y suis reconnue. Ce qui m'a parlé, bon, déjà la joie de ses sœurs, la joie de la fraternité. Voici venu le temps d'écouter Monseigneur Di Falco qui vient de recevoir un tout nouvel annuaire. Bonjour. Tout le monde ne connaît pas l'annuaire pontifical, ce gros livre dans lequel se trouve un ensemble d'informations sur l'organisation de l'Église dans le monde. Et ainsi que le pape le rappelle souvent, eh bien, l'organisation n'est pas l'essentiel de la vie de l'Église, mais elle doit être au service de l'annonce de l'Évangile. Dans l'édition 2013, on enregistre quelques nouveautés relatives à la vie de l'Église catholique. Au cours des 2 dernières années, la proportion des catholiques dans le monde est restée stable, autour de 17%. Le nombre des catholiques a augmenté en Afrique de 4% entre 2010 et 2011, tandis que la population a augmenté, elle, de 2%. En Asie également, l'augmentation du nombre des catholiques est supérieure à celle de la population. En 2011, la totalité des catholiques était répartie par continent comme suit: Afrique 16%, Amérique 48%, Asie 10%, Europe 23% et Océanie 0,8%. L'accroissement du nombre de prêtres confirme la tendance amorcée en 2000. Au 31 décembre 2011, on comptait 413 418 prêtres, contre 405 067 en 2001. Cependant, cette augmentation n'est pas homogène. En Afrique et en Asie, on note une augmentation de plus de 3 000 prêtres pour la seule année 2011. En Amérique, la situation est stationnaire, 122 000, alors qu'en Europe, cette dernière décennie a connu une diminution de plus de 9% du nombre de prêtres. Les candidats au sacerdoce, diocésains et religieux, sont passés de 112 244 en 2001 à 120 616 en 2011. L'accroissement le plus fort est en Afrique, avec 30%, et en Asie, avec 29%, alors que l'Europe enregistre une diminution de 21%. Si le statisticien Georges Gallup disait que par la statistique, il pourrait prouver l'existence de Dieu, mon intention n'est pas là et je vous laisse le loisir d'interpréter les chiffres que je viens de vous citer. Cependant, n'oubliez pas, entre la multiplication des pains et le mystère de la Trinité, Dieu ne semble pas utiliser les mêmes méthodes de calcul que nous avons apprises à l'école. Alors, à chacun d'interpréter ces chiffres en n'oubliant pas que la quantité ne rend pas compte de la qualité. On peut aussi méditer cette parole que le diable aurait glissée un jour à l'oreille du curé d'Ars: « 3 curés comme toi et mon royaume serait anéanti. » À bientôt. Jetons maintenant un coup d'œil sur les unes de vos hebdomadaires chrétiens. Cette semaine, les directeurs des rédactions, coincés sans doute en ville sous des ciels gris, font sentir combien le printemps leur manque. D'où ces couvertures dignes de Rustica. Voyez celle de Pèlerin avec en gros plan le nouvel apôtre de la sobriété heureuse et de la décroissance, Pierre Rabhi. Humant la terre moussue, il invite les croyants à nous mettre au vert et à être les premiers écologistes. Avec le magazine La Vie, c'est une mode de terre fleurie qui saute aux yeux. On y lit que la vie est belle pour ceux qui ont tout plaqué et quitté la ville pour aller vivre à la campagne, car il s'agit de vivre mieux, même frugalement, résume Jean-Yves Pinault, directeur du collectif Ville-Campagne. Famille chrétienne aussi est très nature, avec son sujet sur les plus beaux jardins médiévaux. Mais sa couverture porte sur la manif pour tous. Génération Manif, le réveil des jeunes catholiques en politique, lit-on sur un t-shirt dévoilé par un homme qui déchire sa chemise. Tendance Superman le bienveillant ou Hulk en colère, l'avenir le dira. Il est temps d'ouvrir notre dossier avec nos invités. Tout le monde est d'accord sur le fait que l'embryon est l'un de nous et qu'il ne nous demande que de pouvoir poursuivre son chemin de vie qui l'amènera à devenir un homme, a dit Maria Grazia Colombo, porte-parole de l'initiative citoyenne européenne Un de nous, visant à sauver les embryons humains de l'expérimentation. Un de nous en italien, uno di noi, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est une initiative citoyenne européenne qui est un outil, en fin de compte, de démocratie participative, qui est un outil nouveau, qui est mis à la disposition des citoyens européens qui veulent que la Commission européenne se saisisse d'une question qui n'est pas en cours. En ce qui concerne cette initiative, Un de nous, il s'agit de
lutter contre le financement de la recherche sur l'embryon humain en Europe. C'est-à-dire de stopper le programme cadre de recherche et d'innovation qui est en cours et interdire le financement de la recherche sur l'embryon humain. D'accord, j'ai cru voir le pape François qui était votre premier soutien. Alors nous avons des ambassadeurs absolument extraordinaires. Nous avons donc, si je puis dire, nous sommes encouragés à reprendre cette initiative. Pour que cette initiative arrive à Bruxelles, qu'elle soit saisie par la Commission, il faut réunir 1 million de pétitions en Europe et en propre pour la France, il en faut 60 000. Il faut donc que nous soyons 60 000 dans notre pays à prendre le temps de signer soit sur Internet cette pétition, soit par papier, puisqu'il y a 2 procédures, une procédure électronique et une procédure papier. Aujourd'hui, nous n'avons que 22 000 signatures, ce qui est un bon début, puisque nous avons initié cette action il y a 1 mois et demi, mais nous sommes quand même loin du compte. Donc on a besoin, si je puis dire, d'une mobilisation générale de chacun d'entre vous pour pouvoir porter cette question à la Commission européenne. Guillaume, vous en avez déjà parlé dans La Croix, je crois. On en a parlé mardi, oui, on a donné la parole au docteur Mirabel, le président d'Alliance Vita, qui est une des associations françaises qui porte ce projet, avec la Fondation Le Jeune notamment. Et je trouve que c'est un phénomène intéressant, le développement de ces outils de démocratie participative ou de démocratie directe qui permettent aux citoyens de se manifester. Et ces initiatives citoyennes européennes c'est certainement une procédure qui est appelée à un certain avenir. Il y a des initiatives qui sont très très diverses, mais celle-là est particulièrement intéressante. Je pense que la dimension européenne est également quelque chose de réjouissant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de défendre une cause seulement à l'échelle d'un pays ou d'une seule société, mais de se mettre en commun entre plusieurs nations européennes pour défendre une conviction et un projet. D'accord, mais alors concrètement, ça va aboutir à quoi? Parce que quand on regarde en France la dernière grosse pétition qu'il y a eu avec 700 000 signatures présentées au CESE, ça a fait quand même flop à la fin. Là, ça donnerait quoi au niveau européen? C'est d'abord une initiative qui est réglementée par la Commission européenne. Donc il y a un caractère, je dirais, de sérieux, il y a un caractère qui est carrément légal, quasiment légal. Donc on peut s'assurer de ça, hein, et ça doit nous donner confiance pour nous mobiliser et pour signer. Et puis par ailleurs, comme vous le disiez Guillaume, c'est une des premières initiatives citoyennes européennes. Ce qui signifie que des citoyens d'Europe peuvent demain s'exprimer dès lors qu'ils sont 1 million et faire monter effectivement leur opinion auprès du Conseil. Ils s'expriment, il faut monter, mais il se passe quoi après? Est-ce que qu'est-ce qui est saisi? Alors, si la Commission européenne reçoit effectivement 1 million de signatures certifiées, elle a le devoir de se saisir de la question, elle a le devoir d'y réfléchir et elle a le devoir d'apporter une réponse. Réponse dont on ne garantit pas évidemment l'issue, mais au moins nous aurons une réponse. D'accord. Et alors, cette réponse, quelle qu'elle soit, on pourrait s'appuyer dessus après quoi? Pour dire que l'Europe, finalement, est pour la recherche sur l'embryon ou contre, et puis après, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait de cette réponse? Si la réponse, effectivement, prend en compte la question posée et s'oppose, effectivement, à la recherche sur l'embryon humain, ça sera, pour chacun de nos pays, chacune de nos nations, ça sera un indicateur extrêmement fort, qui nous permettra effectivement de considérer nos lois dans chacun de nos pays et de pouvoir effectivement suivre en cohésion ce qui s'est dit en Europe. Si, en l'occurrence, on a une question contraire, une réponse contraire, alors effectivement, nous devrons nous saisir de nos parlements nationaux pour faire valoir nos positions. En France, par exemple, la loi aujourd'hui interdit la recherche sur l'embryon humain. Oui, enfin récemment, il y a eu une tentative pour faire en sorte que ça soit possible. Je crois qu'elle a avorté parce que ça s'est passé un peu trop tard. C'était une journée de vote qui était pour le parti centriste et ça n'a pas pu aboutir. Ça va revenir bientôt puisque le gouvernement le reprend à son compte. Oui, il y a une proposition... Vous avez suivi ça, hein? Oui. C'était Parti radical, je crois. Il y a une proposition de loi, effectivement, qui était portée par le Parti radical de gauche et une poignée de parlementaires de l'UMP, de manière extrêmement habile et extrêmement déterminée, a fait obstruction. Ce qui fait que cette loi n'a pas pu être discutée ce soir-là au Parlement et elle est donc reportée à plus tard. On doit néanmoins, on ne doit pas considérer qu'il s'agit d'un succès global, total, il s'agit uniquement d'un succès d'étape. Et
très probablement, le gouvernement va va réinscrire cette proposition de loi dans le calendrier de l'Assemblée. Donc il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Tout ce que nous pourrons faire à travers la pétition Un de nous sera évidemment extrêmement significatif. Et si nous réussissons à avoir ce 1 million de signatures, dont 60 000 au minimum en France, eh bien je pense que nous avons un argument que nous pourrons également présenter à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume? Si on se retrouve en France, donc ça c'est pour novembre, hein, la pétition. C'est au plus tard, novembre prochain. Mettons que ça monte au niveau européen et qu'on arrive avec donc, le nombre de signatures prévues. En même temps, en France, d'ici novembre prochain, je ne sais pas, mais ça va continuer à avancer avec le gouvernement qui reprend la loi qui va justement permettre de reprendre la recherche sur l'embryon. Comment on va faire, à votre avis, pour se retrouver un petit peu en grand écart entre ce qui se passe en France, notamment au niveau du Parlement, comme vous le disiez, qu'on ne pourra pas saisir puisqu'il aura voté pour la recherche sur l'embryon, alors qu'au niveau européen, je voudrais reprendre votre question sur qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat. Je pense que la mobilisation en soi est un résultat. C'est-à-dire que si on le voit bien avec la question du mariage pour tous en France, la pétition par exemple qu'on évoquait tout à l'heure auprès du Conseil économique et social n'a pas abouti, mais ça a été un des éléments évidents de la mobilisation de beaucoup de Français sur cette question. S'il y a beaucoup d'Européens qui se mobilisent sur cette question, je pense que ça a un impact. Je veux dire, ce sera, vous savez, après ce qui s'est passé ces derniers mois sur le mariage, ça va être quand même plus difficile pour la majorité actuelle en France de revenir avec des sujets comme la fin de vie ou la recherche sur l'embryon. Parce que maintenant, ils savent qu'il y a en France un groupe de personnes massif qui est prêt à se manifester de diverses manières, de façon tout à fait démocratique comme avec ces pétitions. Et je pense que ça fait réfléchir. Et déjà, avoir contribué à ouvrir le débat, que ce soit sur le mariage ou sur la question de l'embryon, je pense que c'est déjà un très très beau résultat de ces initiatives. Bon, un dernier mot pour conclure? Oui. Je vous écoute. Alors, écoutez... venez signer. Voilà, venez nous rejoindre. Alors, je vous laisse l'adresse électronique de la pétition, www.undenou.fr. Et si vous préférez remplir la pétition de manière manuscrite, n'hésitez pas à nous en demander à la Fondation Jérôme Lejeune en faisant le numéro 01 44 49 73 30 et nous vous adressons la pétition par papier. Merci messieurs pour cet échange et à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler autour de vous de ce rendez-vous d'information proposé par KTO chaque semaine. Un magazine que vous pourrez revoir sur le site internet dont l'adresse s'inscrit au bas de votre écran. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci.